Bonjour et bienvenue. Alors attention parce que le monde du sauvetage aquatique en France est en train de vivre une vraie petite révolution. Une réforme d'envergure vient de redéfinir complètement les règles du jeu pour la formation et la certification. On va décortiquer ensemble ce que cette nouvelle filière aquatique de sécurité civile change concrètement en 2024. Et le changement est radical. La réglementation qui datait de 2014, on oublie, c'est officiellement terminé. Elle est remplacée par un tout nouveau cadre national avec une ambition claire, moderniser tout le secteur. En fait, c'est simple, tout est remis à plat. Que l'on soit sauveteur, formateur ou même employeur, tout le monde est concerné et va devoir s'approprier ces nouvelles règles. Notre objectif aujourd'hui, extraire l'essentiel de ces textes pour que tout soit clair. Et tout part d'un document clé, l'arrêté du 15 juin 2024. Retenez-le bien, c'est désormais la seule et unique référence pour tout ce qui touche à la formation en surveillance et sauvetage. Fini de jongler entre plusieurs textes, maintenant tout est centralisé. Alors concrètement, comment ça s'appelle ce nouveau dispositif ? Eh bien, c'est la filière aquatique de sécurité civile, c'est le nom officiel. Le but, c'est de structurer la formation de tous les professionnels qui assurent la sécurité des baignades, que ce soit en mer, sur un lac ou dans une rivière. Mais alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi tout changer ? Cette réforme, elle ne sort pas de nulle part. Elle répond à des besoins très clairs d'adaptation et de modernisation du secteur. Voyons un peu les objectifs qui se cachent derrière. En gros, toute la philosophie de cette réforme repose sur 3 grands piliers. L'idée, ce n'est pas juste de dépoussiérer de vieux textes, non. C'est vraiment de repenser de A à Z l'approche de la sécurité aquatique. Premier objectif, mieux coller à la réalité du terrain. Les risques ne sont évidemment pas les mêmes sur une plage de l'Atlantique et au bord d'un lac de montagne. Ensuite, il s'agit de professionnaliser encore plus les missions, de la prévention jusqu'à l'intervention de secours. Et enfin, le but ultime, c'est d'avoir un cadre identique partout en France, pour plus de clarté et plus de sécurité pour tout le monde. Allez, on rentre dans le vif du sujet, la structure de la formation. On oublie l'ancienne organisation. On passe à une nouvelle architecture beaucoup plus modulaire, qui est construite autour de 3 grands blocs de compétences. La question est simple, bien sûr, qu'est-ce qu'on apprend concrètement ? Comment ces formations sont-elles découpées pour répondre aux fameux objectifs qu'on vient de voir ? Regardons ça en détail. Donc, cette nouvelle filière s'articule autour de 3 unités. Les 2 premières dépendent vraiment de l'environnement d'intervention. On distingue très clairement 2 contextes. D'un côté, les eaux intérieures, lacs et rivières. De l'autre, le littoral, avec ses propres défis. 2 milieux qui vont donc exiger 2 formations bien spécialisées. Et cette distinction, elle est vraiment cruciale. En eau intérieure, on va se concentrer sur des lieux souvent aménagés, mais où l'analyse des risques locaux est fondamentale. Sur le littoral, par contre, on va insister sur des phénomènes très spécifiques, comme les marées, les courants, la houle, et aussi sur la gestion d'une fréquentation qui peut être massive et très variable. En plus de la surveillance, la réforme ajoute une 3e unité, qui est une compétence technique, un peu à part, le pilotage des embarcations de sauvetage. C'est une vraie spécialisation qui peut venir compléter les 2 premières formations. Mais attention, il ne s'agit pas juste de passer un permis bateau, pas du tout. La formation est bien plus large, elle couvre tout le cadre réglementaire spécifique au sauvetage, la maintenance du matériel et surtout les techniques pour mener une intervention en toute sécurité, que ce soit pour l'équipe ou pour la victime. Une nouvelle structure de formation, c'est une bonne chose. Mais qui va avoir le droit de l'enseigner ? Et comment on garantit la qualité ? Eh bien, la réforme est très stricte sur ce point, pour s'assurer d'avoir un niveau d'excellence partout sur le territoire. Ce n'est pas open bar. Seuls les organismes qui ont reçu une habilitation officielle ou ceux qui bénéficient d'une délégation en bonne et due forme pourront dispenser ces nouvelles certifications. C'est très encadré. Et les obligations sont lourdes. Les organismes doivent suivre les programmes nationaux à la lettre, avoir des formateurs qualifiés qui continuent de se former, fournir tout le matériel nécessaire et, point crucial, interdiction formelle de sous-traiter à une structure qui n'est pas elle-même habilitée. S'il y a une chose à retenir de l'esprit de cette réforme, c'est ça. La priorité absolue est donnée à la pratique. L'objectif est de former des sauveteurs qui soient prêts pour le terrain, grâce à un maximum de mise en situation concrète, opérationnelle. Et pour qu'il n'y ait vraiment aucune ambiguïté, le texte le dit noir sur blanc. Aucune formation exclusivement à distance n'est autorisée. C'est un message on ne peut plus clair. Le métier de sauveteur, ça ne s'apprend pas derrière un écran. La pratique, les gestes techniques, c'est non négociable. Évidemment, une réforme d'une telle ampleur, ça soulève pas mal de questions pour les milliers de professionnels qui sont déjà en poste. Que deviennent les anciens diplômes ? Est-ce qu'il faut tout repasser ? Heureusement, le législateur a prévu des mécanismes pour que la transition se fasse en douceur. Pour ça, un système d'équivalence a été mis en place. On a créé des passerelles entre les anciens certificats et les nouvelles unités de compétences. Le but n'est pas de faire repartir tout le monde de zéro, mais bien de reconnaître les savoir-faire qui sont déjà acquis.
Le message clé, c'est donc celui de la réassurance. Les compétences acquises avant la réforme sont valorisées. Ces dispositions permettent d'assurer la continuité des parcours professionnels et de sécuriser le statut de tous ceux qui sont déjà en poste. En conclusion, cet arrêté du 15 juin 2024 marque un véritable tournant. En unifiant, en professionnalisant et en modernisant la formation, il ouvre tout simplement une nouvelle ère pour la sécurité des baignades en France. La question finale demeure, est-ce que ce nouveau cadre, qui est plus exigeant, plus clair, mieux adapté aux risques d'aujourd'hui, va vraiment réussir son pari de rehausser durablement les standards de la sécurité aquatique en France? La réponse, on commencera à la voir dès cet été sur nos plages et au bord de nos lacs.